Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Santé Mag, dédié encore une fois aux questions relatives au Ramadan. Et nous allons parler aujourd'hui de comment se maintenir bien hydraté pendant le Ramadan, car bien sûr les journées sont longues, il fait chaud et la question de l'eau se pose avec acuité. Et pour parler de cela, pour nous éclairer, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Benamar Mustafa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur en médecine interne et vous venez de l'hôpital Mustafa. Oui. Alors dites-moi, professeur, les journées sont longues, comme je le disais à l'instant, notre corps a besoin d'eau, on est fait d'eau, on gère cette eau, on utilise cette eau, et pour que tout cela se passe, nous devons disposer de cette eau. Oui. Alors expliquez-nous comment se passe tout ça. Les choses sont un petit peu simples, puisque l'organisme a besoin de ce qu'on appelle de s'équilibrer. Puisque notre organisme est constitué de 70% d'eau et 30% d'organes. Donc les 70% d'eau assurent en quelque sorte le fonctionnement de notre organisme. C'est-à-dire, vous avez le sang, vous avez les cellules, vous avez le cerveau, vous avez le rein et vous avez tout l'organisme. De ce fait, l'organisme a besoin de s'équilibrer, puisqu'au cours donc, de son travail, il doit éliminer ce qu'on appelle les toxiques. Les déchets de différentes natures. Les déchets, donc il y a par voie basse, que ce soit par les urines, que ce soit par les sécrétions nasales, les sécrétions au niveau C'est-à-dire que tous les déchets que notre corps émet contiennent de l'eau. De l'eau. Et en contrepartie, il faudrait que l'organisme assure cette perte. Et puis, lors des études, ils ont constaté que l'individu a besoin au moins quotidiennement de 2 à 3 litres d'eau pour assurer cet équilibre, c'est-à-dire assurer la perte. Et moi, automatiquement, je dois assurer un apport quotidien de 2 à 3 litres. Donc en fait, c'est une compensation. Pas une compensation, c'est en quelque sorte, si le terme est juste. Je dois compenser, mais en quelque sorte, je dois l'assurer d'une manière obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'il y va du bon fonctionnement de mon organisme. Parce que s'il y a même un petit déficit, un petit déséquilibre, ça retentit sur le fonctionnement de l'organisme. C'est-à-dire que dès que le corps est privé d'eau, il souffre. Ah bien sûr, principalement le cerveau, le rein. Tous ces organismes ont besoin d'une manière régulière d'une bonne hydratation. Et un fait qui a été constaté, c'est que l'organisme fait tout pour préserver, c'est-à-dire faire un dispatching au niveau de l'organisme pour préserver ce qu'on appelle les organes qui ont besoin le plus urgent d'une quantité d'eau suffisante au bon fonctionnement. C'est-à-dire que la circulation sanguine est modifiée dans les débits des artères en fonction des organes qu'on préserve par rapport à d'autres. Bien sûr, si par exemple je mange, automatiquement, le grand travail de l'organisme, c'est au niveau de l'intestin. Donc automatiquement, il y aura une répartition automatique de l'eau au niveau du tube digestif pour qu'on puisse assurer le bon fonctionnement du tube digestif durant cet instant. Voilà. Si par exemple le cerveau a besoin d'une manière continuelle d'être bien hydraté, bien sucré, le rein aussi. Donc il y a un turnover, il y a un timing qu'il faudrait respecter pour qu'il y ait un bon fonctionnement de tous les organes de notre corps. Donc finalement, l'eau est en circulation dans notre corps, elle n'est pas statique. D'une manière permanente. Est-ce qu'on peut parler d'un stock d'eau de notre corps? Lorsqu'on dit stock, l'organisme, lorsqu'on dit stock, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'homéostasie au niveau de notre organisme. C'est-à-dire assurer un équilibre permanent. Faire de façon à ce que lorsqu'on parle de stock, c'est-à-dire si un organe X a besoin de 100 millilitres d'eau, l'organisme et la répartition, le cerveau fait tout pour que cet organe ait ces 100 millilitres d'une manière permanente. C'est ça ce qu'on appelle en quelque sorte le stock. Mais assurer le changement d'une manière permanente, c'est-à-dire j'ai 100 et puis le changement se fait d'une manière permanente, d'une manière parfois progressive, parfois rapide, parfois moins ralentie. L'important c'est préserver la présence de l'eau au niveau de notre organisme. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau est dans notre corps, elle est contenue dans des organes, dans des structures, et elle est gérée. Elle est distribuée, elle vient, ensuite le corps s'en sert, il dilue les déchets avec, il faut compenser. Il se passe plein de choses finalement avec l'eau dans notre corps. Et d'une manière magistrale aussi. C'est le miracle de la création. C'est bien calculé.
Voyons d'abord le documentaire de Felid Al-Muslim sur le fait comment éviter de se déshydrater في Ramadan avant de revenir à cette question avec vous, professeur. Merci. Pour bien fonctionner, notre organisme nécessite un apport constant de liquide, apporté par l'eau et les aliments qu'on consomme. Le fait que notre organisme est privé partiellement ou totalement de cette eau provoque une déshydratation, qui pourrait surtout survenir en ce mois sacré, avec ses longues journées de jeûne. C'est une perte du capital hydrique au cours éventuellement d'un événement particulier, notamment au cours de l'été, éventuellement le mois de Ramadan. Sachant que nous, notre corps humain, est réparti comme suit. Donc en gros, on a 70% d'eau. On est composé de 70% d'eau. Donc si le déficit est moindre par rapport à ce pourcentage, on est dans une situation de déshydratation. Donc cette situation de déshydratation, elle a des niveaux de gravité croissantes, c'est-à-dire que la déshydratation, elle peut être relativement légère. Généralement, c'est de l'ordre, si je me rappelle, 10%. Et en fonction, donc, plus la déshydratation est importante, plus ça crée une situation de gravité plus importante. Il existe des signes qui doivent nous alerter sur les risques de déshydratation, surtout chez le sujet âgé et le jeune enfant. Une soif intense, une bouche sèche, des maux de tête. لي بريمي طون كي كان تاع رمضان 10 ايام الاولين كنت شويه مليح ومن بعد كي بديت 11 و 12 نحس فمي حاشاكم ينشف ما نقدرش هكذايا واش ندير نروح للماء نشل فمي بيان هكذا باش نحي هذيك تحس بالعطش نحس بالعطش بزاف. Le corps va réagir, notamment il y a un appel la personne, on va avoir soif. C'est-à-dire le fait d'avoir soif, déjà c'est un signe que le corps a besoin d'être réhydraté. Ensuite, par la suite, en fonction de la gravité de cette déshydratation, il va y avoir des symptômes qui vont être de plus en plus importants. Au premier lieu, donc on va avoir relativement un pli cutané. Donc on va voir que, de toute façon, on le voit notamment chez les enfants, ce qui va engendrer sur le plan clinique d'autres symptômes, notamment la langue qui devient un peu sèche et relativement sèche. Il y a les cernes qui vont apparaître, sans compter le système nerveux central il va y avoir un retentissement sur le système nerveux central. Donc va s'installer éventuellement une confusion, un trouble d'allocution et notamment par la suite apparition d'un coma réel. Je prends beaucoup d'eau, لازم نحضر روحي. الاول ما كنتش متقبل هذا السكر مي كي تقبلته سيتي اوتر شوز نشرب الماء نحضر روحي اللي صارت لك كيفاش اللي صارت لي بون خرجت نقضي من بعد بداتني الفيرتيج نشوف النجوم في عينيا شديت الوقفه من بعد دون سول كو ما قدرتش لساني لاصق هذه رقبتي قالت اوف لا كورج ديالي ناشفه دخلوني كي طحت عند باب الحانوت دخلوني جي بخي عطاوني ان فير دو جو يا مدام ما تصوميش قلت لهم مانيش صايمه. Ramadan, ce mois festif, et malgré la privation qui nous impose tout au long de la journée, peut être une période facile à vivre si on arrive à conserver une hygiène de vie équilibrée. Santé Mag vous est présenté par Saïda. Dites-moi, professeur, avant d'arriver au pli cutané, à un éventuel coma, qui sont des signes quand même très avancés, qui sont des signes d'une déshydratation, entre parenthèses, négligée, on ne doit plus voir ça de nos jours. Il y a d'autres signes qui doivent alerter sur le fait qu'on est dans une carence sévère en eau. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans une carence sévère, c'est-à-dire nous avons tous les signes décrits par notre collègue. Mais parlez-nous d'abord des petits signes qui doivent nous attirer avant d'arriver à un tableau. Bien sûr, c'est ça ce qui nous intéresse durant le mois de Ramadan, c'est surtout les petits signes. Quels sont-ils qui nous alertent. Le premier signe, c'est un petit peu la soif. Le deuxième signe, c'est les maux de tête, une asthénie,
une langue un petit peu saburale. Donc la personne a mal à la tête, est fatiguée, anormalement abattue. Une petite, donc une diminution un petit peu de la température, donc il se sent un petit peu froid. Donc finalement, c'est une altération de l'état général. Pas dans le sens d'une altération, comme vous l'avez bien décrit, à savoir c'est des signes annonciateurs, comme quoi qui précèdent l'installation d'une déshydratation décrit, donc qui est un petit peu trop avancé. Donc nous, ce que nous intéresse durant le mois de Ramadan, c'est les petits signes qui nous alertent, qui disent, voilà, faites attention, vous allez entamer, il y a un déficit dans votre organisme. C'est les petits signes. Et donc il faut s'inquiéter à partir de là. Il faudrait s'inquiéter. C'est-à-dire que quand, pendant le déroulement de la journée du Ramadan, si je suis anormalement fatigué, je commence à avoir des frissons alors qu'il ne fait pas froid du tout, une soif absolument intense, quoique tout le monde a soif, oui, mais bon. Et la langue. Et la bouche sèche, cette langue un petit peu. Et là, donc tout ça, ça doit nous amener à nous poser des questions. Bien sûr, et surtout parfois les urines qui diminuent. Donc, le volume des urines, leur couleur aussi, non? Leur couleur qui deviennent un petit peu trop concentrées. Foncées, elles foncent. Et foncées. Donc c'est des signes qui nous orientent, qui nous disent, voilà, faites attention. Et alors, comment on réagit quand on a une personne qui se sent mal ou lorsqu'on est témoin d'une personne qui se sent mal par rapport à une carence d'eau qui risque de devenir grave? Ce n'est pas encore une déshydratation, il ne faut pas aller à la déshydratation. Que fait-on? Généralement, il faudrait donc prendre cette personne, c'est-à-dire les recommandations, que ce soit internationales ou locales, c'est le prendre dans une région un petit peu humidifiée. C'est-à-dire là où c'est humide, là où la température est plus clémente. C'est-à-dire mettre la personne à l'abri. Voilà, c'est plus intéressant pour lui. Et bien sûr, si c'est possible, c'est-à-dire se laver les mains, se laver donc le visage, se rafraîchir. S'il porte quelque chose de un petit peu lourd, il doit un petit peu être un petit peu léger. Voilà les quelques recommandations qu'il faudrait respecter. Mais est-ce qu'il y a lieu d'interrompre le jeûne? C'est difficile de répondre à cette question. Non, je ne vous pose pas la question du point de vue spirituel. Je vous pose la question du point de vue médical. Ici, il faudrait voir entre la personne, entre parenthèses, bien sûr, dite pathologique et la personne normale. C'est-à-dire si nous avons des personnes principalement âgées, des personnes qui ont des maladies, principalement les diabétiques, les personnes qui prennent des médicaments qui sont source de déshydratation, les problèmes, les gens qui vivent isolés, tout ça, on fait très attention. Et puis, ce que nous avons remarqué depuis un certain moment, c'est les enfants qui arrivent à l'âge de 12 ans et 13 ans, et chez qui observent le jeûne. C'est l'âge du début du jeûne pour les préadolescents. Voilà. Ici, donc, les familles doivent faire attention. C'est-à-dire que lorsqu'on a un enfant, d'ailleurs c'est le cas, puisque les journées sont longues et elles sont chaudes, nous sommes proches du solstice d'été, c'est le Ramadan, et donc il y a des jeunes enfants, non, des grands enfants, ce pas des jeunes enfants, les grands enfants, je me corrige, qui veulent se mettre à jeûner. C'est le début, ils ont le rite initiatique du jeûne, et là je suppose que les parents doivent être observants, ils doivent guetter ce qui se passe. Ils doivent faire d'abord connaître les signes, surveiller leurs enfants, et puis faire attention. Au premier tournant, donc, je pense qu'ils doivent agir. Alors, de quelle manière on interrompt? Est-ce qu'il suffit de boire de l'eau ou à prendre de l'eau avec un petit peu de sucre? Parce qu'il y a plusieurs écoles. C'est-à-dire, généralement, lorsqu'on est là, c'est-à-dire on a ces petits signes de déshydratation, ce qu'on demande toujours à nos patients, c'est prendre un petit peu de l'eau. Est-ce que de l'eau sucrée ou non? Généralement, on leur demande de prendre de l'eau. De l'eau, on commence par de l'eau. De l'eau, généralement, et ça donne des résultats très spectaculaires. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène dans notre organisme, c'est la rapidité de la sécrétion. C'est-à-dire, dès que l'individu consomme et prend de l'eau, on remarque qu'il y a un passage rapide, c'est ce qu'on appelle la cinétique, donc au niveau de notre organisme, vers le passage, donc la barrière intestinale, et puis... C'est-à-dire que l'eau est très vite absorbée. Tout l'organisme est fait de façon à ce que tout est absorbé rapidement. Finalement, la personne récupère rapidement. Rapidement. Oui. Et je pense qu'il y a une grande différence, je vous pose la question, professeur, entre le fait de consommer un verre d'eau, d'interrompre le jeûne, de boire de l'eau à un moment où la personne n'est pas trop altérée. C'est un début de déshydratation, la personne se sent mal, on lui dit arrête. Un enfant ou là, une personne âgée, arrête. Un verre d'eau, on lui explique c'est pas grave. Donc ça, c'est une situation. Versus une situation où on laisse la personne qui veut jeûner, puis s'aggrave dans sa déshydratation, et alors trop tard, on décide de donner de l'eau. Ce sont des tableaux qui sont différents. C'est des tableaux tout à fait différents. Pourquoi? En matière de gravité. Ah bien sûr, parce que ce que nous avons dit, ce que notre collègue avait bien démontré, c'est que si on laisse
Il y a l'installation, principalement, c'est des personnes qui présentent des pathologies. Il y a automatiquement une aggravation de la situation. Et donc le verre d'eau ne suffit plus à remettre à la personne bien sûr, d'aplomb. Après, La au situation début, se complique, entre bien parenthèses. sûr, au début, parce qu'une déshydratation, avec le tableau décrit, nécessite une mise en observation. C'est-à-dire que c'est l'hôpital, oui. le sérum. Ah, bien sûr, ça nécessite un On dit apport, sérum pour que les gens comprennent. Mais on met une perfusion. Et on va commencer à placer des liquides. Voilà, faire des petits bilans sanguins. C'est de la réanimation, entre parenthèses. Légère, mais c'est de la légère. C'est parce que tout acte médical, c'est un acte responsable. Donc il faudrait agir. C'est un acte fait par des mains expertes. Et puis, toute perfusion nécessite une surveillance. Oui. Donc, et puis, chaque perfusion, nous sommes devant un être humain et chacun a ses propres pathologies. C'est-à-dire nous avons un comportement tout à fait différent chez un sujet âgé. Donc c'est du cas par cas finalement. Au cas par cas, ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Donc on va insister sur le fait que devant des signes de déshydratation, il faut agir tôt parce que lorsque les signes sont légers et que la personne s'hydrate, ça s'arrête là. Elle prend son verre d'eau, elle le rattrapera un autre jour, alhamdoulilah, tout va bien. Par contre, si on laisse les choses aller plus loin, on va vers de la réanimation, on va vers une hospitalisation, une intervention médicale pluridisciplinaire adaptée à la personne, et le tableau est complètement différent. Et ce n'est pas du tout, je pense, le but du jeûne et du ramadan. Oui, je pense. Dites-moi, professeur, on est inégaux face à nos besoins en eau. Si on prend un homme qui est en bonne santé entre 35 et 40 ans versus, par exemple, une personne âgée, ils font tous les deux le ramadan dans la même période, au même endroit, mais la vulnérabilité n'est pas la même vis-à-vis de... Oui, c'est-à-dire tout a été constaté. Toutes les études épidémiologiques ont remarqué que l'individu, donc avec l'âge, les besoins donc, sont tout à fait différents. Et deuxièmement, il y a une caractéristique, c'est le sujet âgé, il y a cette diminution du besoin de s'hydrater, du fait d'un problème hormonal chez l'être humain, ou chez le sujet âgé, où principalement le centre donc, de satiété est un petit peu... On dit que la personne ne ressent plus la soif. Ne ressent plus cette... C'est-à-dire qu'il a soif, mais il ne le ressent pas. Voilà, il ne la ressent pas. Et c'est ça ce qu'on demande donc, toujours à l'entourage. C'est la famille, donc. Du senior, de faire attention. C'est-à-dire qu'il ne va pas exprimer son besoin. Il ne va pas exprimer son besoin. C'est-à-dire que c'est comme un enfant. C'est la famille qui doit se soucier. Qui doit faire attention. C'est-à-dire si elle remarque que le sujet, le senior, donc, ne prend pas de l'eau, il faudrait qu'elle incite à ce dans senior, la soirée, par exemple, dans la soirée, de s'hydrater, de prendre de l'eau. Pour préparer la journée du lendemain. Pour préparer la journée du lendemain. Donc finalement, la sensation de soif n'est pas la même d'une personne. Elle n'est pas la même. Avec l'âge, elle diminue. Avec l'âge, elle diminue. Ça, c'est un fait constaté et physiologique. Je vais vous poser une question brûlante. Oui. Par rapport au ramadan. Ici, je saurais répondre. Non, parce que bon, par rapport à nos habitudes, constituer son stock d'eau, gérer sa bonne hydratation dans la soirée, on parle de boisson. Donc les gens pensent que boisson et eau, c'est la même chose. Gazeuse, limonade, le thé, etc. L'hydratation, ça se fait avec quelle base? La base est très simple. Ce que nous avons dit depuis plusieurs années, c'est il faudrait retourner à l'eau. L'eau? Oui, puisque nous avons constaté... je vais insister. L'eau. Water, H2O. Voilà. L'eau. Et pas tous les autres, toutes les autres préparations. Oui, il y a une déviation. Expliquez-nous pourquoi. Voilà. C'est très important, parce que ce que nous avons constaté, il y a ce mépris de l'eau depuis un certain moment, où les gens consomment plus de la limonade, ils consomment plus de tout ce qui est concentré, tout ce qui est préparé, tout ce qui est industriel. Donc limonade, jus, ça veut dire arôme, les stabilisant, sucre. Stabilisant, les rajouts, etc. Et qu'est-ce qui se passe dans le corps en matière d'eau par rapport à tous ces produits? C'est très simple, on ne va pas trop se compliquer les choses, mais lorsqu'on a beaucoup de sucre, automatiquement, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'apport d'eau. Automatiquement, il y aura un déséquilibre lorsqu'on parle uniquement de l'eau. Mais il ne faudrait pas voir la personne qui présente une pathologie. Non, parlons basiquement de les gens qui consomment trop de boissons autres que de l'eau. Trop de concentration. Cette concentration entraîne un déséquilibre au niveau de notre organisme. C'est pour cela ce qu'on demande. C'est que les gens reprennent les habitudes d'antan, à savoir consommer de l'eau plate. Donc finalement, à vous entendre, à vous comprendre, et j'abonde dans votre sens, professeur, lorsque dans la soirée on consomme, dans la soirée, c'est-à-dire l'iftar, on consomme beaucoup de limonade ou de jus, finalement on ne constitue pas un bon stock d'eau. Oui, on perturbe notre organisme. On n'aide pas finalement pour le lendemain. On n'aide pas.
Nos recommandations, la recommandation de toutes les sociétés savantes, en premier lieu de l'eau plate. En deuxième lieu, si on peut faire, bien sûr, avec des fruits pressés, faire tout un cocktail, etc. Si on peut c'est-à-dire le vrai jus de fruits. Le vrai jus de fruits naturel. Naturel, si on peut, c'est très important. Parce que, premièrement, ça aide l'organisme et c'est un apport naturel, surtout vitaminique, le glucide frais, le glucide qui est conçu pour l'organisme, naturel. Le glucose naturel. Ce n'est pas du sucre raffiné, ce n'est pas... Voilà. Je pense que c'est la meilleure manière. Je remarque que depuis un certain moment, les gens s'intéressent à ça. Il y a une petite prise de conscience, effectivement. Moi, ce que j'ai remarqué, oui. Les gens se rendent compte finalement que consommer de la limonade à outrance, ce n'est pas la panacée, des jus à outrance, ce n'est pas la panacée. Vous avez évoqué une préparation à base de jus de fruits. Il y a un mot qu'on connaît chez nous qui circule, qui est celui de sherbet, qui est malheureusement largement galvaudé, détourné de son origine. N'importe quelle préparation vendue dans un sachet avec n'importe quelle couleur et n'importe quelle saveur est étiquetée sherbet. Alors qu'à la base, sherbet, c'est noble. Sherbet, c'est ce que vous avez décrit, c'est-à-dire de l'eau avec un fruit qu'on a dilué. C'est ça. Une pêche, du citron. Voilà. Et là, on se fait du bien. Oui, et c'est ça, c'est l'appel d'abord de nous-mêmes en tant que professionnels de la santé, de vous en tant que professionnels des médias et surtout des nutritionnistes pour qu'ils aident la population à bien consommer. Parce que ça nous pose de grands problèmes depuis un certain moment, depuis de nombreuses années, où il y a cette déviation vers la surconsommation des produits sucrés, artificiels. Mais je crois avec tout le travail qui est fait par tout le monde, on remarque qu'il y a une prise de conscience. Parce qu'il y a un son de cloche quand même qui va dans harmonieux et qui est harmonieux et tout le monde a le même sentiment et le même devoir pour assurer une bonne nutrition à notre population. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué qu'il y a une déviation et surtout qu'il y a eu des retombées. Ces retombées sociales, principalement l'apparition des maladies, qui sont un petit peu nocives pour notre société. Et qui font beaucoup de mal dans le diabète. Lorsqu'on a un diabétique jeune, avec toutes ces complications rénales, ça nous pose un grand problème. Donc finalement, on n'est pas là pour faire de l'interdiction, on n'est pas là pour faire de la moralisation, on est là pour faire du rationnel. Oui. Donc vous voulez consommer de la limonade, consommez-en, mais un peu. Vous voulez consommer des jus, mais un peu. Il faut surtout boire de l'eau. Voilà. Il faut donner la part belle à ce qui est naturel et utile pour notre corps. Quelque chose de naturel, de l'eau. Après, faites-vous plaisir. Et non pas l'inverse. Beaucoup de limonade et un tout petit peu d'eau. Oui. Une dernière question avant de finir, professeur. Concernant la pratique du sport pendant la saison du Ramadan et le fait de se protéger de la déshydratation. Donc, de quels conseils vous donnez? Oui, donc les sociétés savantes se réunissent régulièrement pour soulever ce problème. Donc, la recommandation, c'est toujours faire la pratique sportive juste au moins une demi-heure à 45 minutes avant la rupture du jeûne. Donc, l'iftar, c'est autour de 20 heures, grosso modo, voilà. Un peu moins, un peu plus pendant la période Ramadan. On va dire 19h, 18h45, voilà, comme ça. Quand il commence à rafraîchir, que le soleil a déjà décliné. Et surtout un sport léger. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas faire des dépenses importantes pour arriver jusqu'à l'épuisement. On fait du maintien. Non, généralement. Il faudrait se maintenir. Et puis la grande recommandation, c'est surtout assurer une bonne hydratation durant la période nocturne, à savoir juste après le ftour, durant la soirée et bien sûr avant le nimsak. Ça, c'est très important. Ouais, merci professeur de nous avoir expliqué sur tout ça. Vous avez entendu pendant la demi-heure qu'a duré cette émission, nous avons répété eau en parlant de l'eau, de nécessité de consommer de l'eau. Quand on fait du sport juste avant l'iftar, pareil, il faut veiller à consommer de l'eau après l'iftar et dans la soirée. Finalement, le nerf de la guerre, de la lutte contre un risque de déshydratation Ramadan, c'est l'eau, le fait d'en consommer. Et ce n'est pas le Ramadan qui pose problème, ce sont nos comportements. On ne le dira jamais assez. Ramadan, mais il faut se mettre dans des bonnes conditions. Manger naturel et consommer beaucoup d'eau. Oui, moi je crois que c'est la recommandation. Et de cette manière, on est protégé. La journée passe sereinement, alhamdoulilah. Pas de déshydratation, pas de problème. Je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure et ce sera le mot de la fin. Lorsque des signes apparaissent, il ne faut pas hésiter à interrompre, notamment chez les personnes âgées ou chez les enfants.
pour ne pas aller vers une situation de déshydratation. Voilà. Ben, merci professeur de nous avoir éclairé sur tout ça. Merci. Ben, ma foi, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Prenez soin de vous et bien sûr, buvez beaucoup d'eau.